L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi organique visant à permettre à Saint-Barthélemy de participer à l'exercice des compétences de l'État. Proposition présentée par Madame Micheline Jacques. Et c'est une demande du groupe Les Républicains et conformément à l'article LO 62-13-3 du Code général des collectivités territoriales, le Sénat a consulté le Conseil territorial de Saint-Barthélemy sur cette proposition de loi organique. Dans la discussion générale, la parole est à l'autrice de la proposition de loi, Madame Micheline Jacques. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, cette proposition de loi organique vise à doter la collectivité de Saint-Barthélemy de la faculté de participer à l'adaptation des règles destinées à favoriser la continuité des soins à Saint-Barthélemy. Il s'agit d'un sujet épineux qui préoccupe la population. Je tiens à remercier les rapporteurs, nos collègues Valérie Boyer et Alain Milon, pour leur implication et l'intérêt qu'ils ont montré pour ce texte qui n'était pas évident, il faut bien l'admettre. Le dispositif initial visait à permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy de participer à la compétence de l'État en matière de sécurité sociale. En effet, bien que cristallisé sous le terme de santé, le véritable enjeu est celui du financement pour assurer la continuité des soins dans un contexte insulaire et de surcoût engendré par la petite taille de l'île et son économie. Le présent texte s'inscrit dans le cadre de l'article 74 de la Constitution qui permet aux collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie de participer aux compétences conservées par l'État. Cela permet de mieux prendre en compte les réalités locales dans des matières dont il doit rester le garant de la cohésion. Cette proposition de loi organique s'inscrit en outre dans la continuité du principe de maîtrise de sa destinée qu'a présidé à l'érection de Saint-Barthélemy en collectivité d'outre-mer. Elle a ainsi toujours été à l'initiative de mesures d'adaptation à sa réalité, tout en ayant une relation très harmonieuse avec l'État. Mon prédécesseur, Michel Magras, ancien président de la délégation aux Outre-mer, avait lui-même porté en 2015 la demande d'une plus grande implication de la collectivité dans la définition de la politique de protection sociale en déposant 2 propositions de loi organique et ordinaire. La même année avait été créée la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. La nouvelle majorité n'a du reste pas fait exception à ce principe en créant une commission ad hoc diagnostic territorial de l'offre de soins, sujet incarné depuis avec une implication et une énergie sans faille par la première vice-présidente. Certes, aucune collectivité d'outre-mer n'a jusqu'à présent participé à la compétence de l'État en matière de sécurité sociale et une fois de plus, Saint-Barthélemy propose d'innover comme elle l'a fait déjà avec plusieurs dispositifs. Ainsi, elle est la seule collectivité à avoir renoncé au FCTVA, de même que les missions du SDIS et de la MDPH y sont assurées par des services de la collectivité, en lieu et place d'un établissement public et d'un GIP. Ce texte ne se vaut pas une révolution, mais vise à utiliser les outils d'adaptation offerts par le statut de collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie. Il porte une demande qui n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, les élus ont alerté les gouvernements sur la dégradation de l'offre de soins, en particulier hospitalière, qui a connu une accélération ces derniers mois. Le coût de la vie, en particulier les niveaux de loyer vertigineux, combinés aux difficultés du quotidien sur un territoire de 21 km², contraignent la mise en œuvre des politiques publiques. Fidéliser les médecins hospitaliers pour permettre un fonctionnement de l'hôpital continu requiert de tenir compte de ce contexte. L'île est dotée d'un établissement de proximité, l'hôpital de Bruynes, et pour les cas les plus graves, dépendante des évacuations sanitaires vers les centres hospitaliers de Saint-Martin, 80% des évacuations, de la Guadeloupe ou de la Martinique. Avec une piste trop courte pour permettre à des aéronefs de plus de 20 places d'atterrir, ces évacuations sont prises en charge sur le budget de l'hôpital. Ne pouvant pour cette raison être effectuées sur des lignes régulières, elles pèsent sur les dépenses hospitalières. Ainsi, en 2022, 194 évacuations ont été réalisées pour un coût de 600 000 € pour l'hôpital, pour une dotation de 420 000 €. L'impossibilité d'atterrir de nuit est l'autre contrainte des évacuations sanitaires. Dès lors, lorsque l'hôpital fonctionne en sous-effectif, au-delà d'un certain nombre d'évacuations sanitaires, il n'y a plus de médecins urgentistes présents. Il s'agit donc de disposer sur place des ressources médicales chaque fois que cela est possible. Ce n'est pas la taille de la population, mais les besoins et les risques qui doivent être des critères de définition de l'offre de soins.
Je veux ici rassurer le Sénat et le gouvernement. L'attachement au principe de solidarité n'est pas remis en cause. En effet, la présente proposition de loi organique ne vise en aucun cas à lier capacité contributive et dépenses de santé, mais à les ajuster aux besoins réels. La population de Saint-Barthélemy est en droit d'attendre une offre de santé aussi large que possible sur un petit territoire insulaire. Surtout, depuis 10 ans, le projet politique s'est bâti sur l'existence d'un excédent des comptes territoriaux que jamais personne n'a pris la peine d'infirmer, sachant pourtant que les élus s'en prévalaient. Le budget de l'hôpital affiche une dépense de 251 000 € annuels pour loger des personnels. En déficit d'attractivité, il recrute difficilement des intérimaires peu impliqués. La probable adoption du texte dit RIST annonce par surcroît une contrainte supplémentaire pour ces recrutements. Durant plusieurs années, l'hôpital de Bruynes a fonctionné, disons-le, selon une organisation propre aux médecins de l'île, mais le retour légitime aux règles de droit commun de fonctionnement d'un établissement hospitalier a conduit au départ de la quasi-totalité des médecins hospitaliers basés à Saint-Barthélemy. La réalité de l'île est aussi celle du laboratoire de biologie médicale qui n'est plus aux normes, d'accessibilité notamment, qui a besoin de s'agrandir mais ne peut supporter un loyer multiplié par 3. La CPS, quant à elle, est en réalité un démembrement de la MSA Poitou qui a permis d'amener un service de proximité jusque-là inexistant. Saint-Barthélemy doit pouvoir, comme les autres collectivités d'outre-mer qui le souhaitent, disposer de sa caisse propre, même sans qu'elle soit autonome. De plus, l'absence de personnalité morale de la CPS pose 2 questions majeures. D'abord, celle de la fiscalité des pensions de retraite du régime général. D'autre part, celle de l'efficacité du recouvrement distant des cotisations, comme en l'attestent les chiffres. Sur une île comme Saint-Barthélemy, au regard de son niveau d'activité économique, plus 97 millions d'impayés de cotisations que nous découvrons, c'est inadmissible. Plusieurs pistes ont découlé du diagnostic lancé par la majorité actuelle. Le partage de la compétence santé par le biais d'une agence territoriale de la santé, la construction d'un pôle hospitalier qui regrouperait l'hôpital, des logements, le laboratoire, une maison de santé accueillant des spécialistes ponctuellement, la nomination de coordinateurs de santé. Or, la réglementation de la santé stricto sensu ne pose pas de difficulté à Saint-Barthélemy. C'est l'organisation et le financement des soins, en particulier hospitaliers, qui doivent être mieux adaptés pour prendre en compte les réalités incompressibles de l'île, comme le coût de la vie et les contraintes de l'insularité. Le projet ambitieux, à l'échelle de l'île, de construction d'un hôpital est à l'étude. Or, je suis convaincue que la structure n'est pas le problème, pas plus qu'elle ne le résoudra. La restructuration de l'offre hospitalière doit être pensée en tenant compte de l'achèvement prochain d'un hôpital dernière génération en Guadeloupe. L'idée de développer le tourisme médical de luxe a également été évoquée au cours des travaux préparatoires, mais elle est inadaptée à la clientèle de Saint-Barthélemy. Je ne peux m'empêcher d'évoquer la querelle qui oppose la collectivité à la direction hospitalière s'agissant de la propriété du foncier. Le terrain sur lequel est construit l'hôpital de Bruynes a une dimension patrimoniale collective pour les habitants de Saint-Barthélemy, où l'État est arrivé tardivement. L'ancien président Bruno Magras avait proposé que les 4,7 millions alloués par le Ségur de la santé soient plutôt affectés au fonctionnement, véritable nœud, laissant à la collectivité le soin de financer les investissements. Dans son sillage, les nouveaux élus sont prêts à réaliser les investissements afin de rénover le bâtiment, mais estiment que la collectivité ne peut investir tant que le foncier ne lui aura pas été transmis, et c'est une demande que je relaie avec mon soutien. La collectivité s'est régulièrement impliquée dans l'amélioration des soins. Le scanner a certes été offert, mais il découle d'un choix stratégique du président Bruno Magras, orientant la générosité vers des équipements médicaux plutôt qu'ailleurs. Il en a été de même pour l'acquisition de mammographes ou encore la construction d'un EHPAD mis à disposition de l'hôpital. De même que la buanderie et la cuisine, concourant ainsi à alléger les charges de fonctionnement de l'hôpital et de la sécurité sociale qui économisent pour chaque examen le coût d'un aller-retour à Saint-Martin. Aujourd'hui, la collectivité, bien que prête à faciliter le logement des personnels hospitaliers et enseignants, ne dispose pas d'un parc de logements suffisant et des constructions ne pourront être achevées avant 2 voire 3 ans. Le Sénat a bien compris ma démarche en considérant que par la voix du rapporteur Alain Milon, que la présente PPLO propose une avancée équilibrée par ce qui s'apparente à un droit de proposition de la collectivité, avec une pertinence
qui ne surprendra personne, les rapporteurs ont apporté des modifications au dispositif initial pour parvenir à un équilibre qui crée aussi les conditions de l'indispensable prise en compte de la volonté locale par l'État. L'expérimentation sur une durée de 5 ans laissera le temps d'évaluer l'intérêt de cette nouvelle faculté offerte à la collectivité. Cette majorité pourra s'en saisir ou la prochaine, le cas échéant. J'en terminerai avec cet extrait du rapport de Michel Magras sur la différenciation. L'État doit désormais accompagner les collectivités ultramarines pour nourrir leurs capacités propres d'expertise et leur garantir une véritable autonomie qu'elles peuvent mettre au service de leur développement endogène. Cela vaut dans tous les domaines. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Valérie Boyer, rapporteure de la commission des lois. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues et en particulier chère Micheline Jacques, autrice de cette proposition de loi. La proposition de loi organique que nous examinons aujourd'hui entend répondre à un problème qui mérite toute notre attention. Je veux parler des inacceptables difficultés rencontrées au quotidien par nos compatriotes ultramarins et ceux de Saint-Barthélemy dans l'accès à une offre de soins complète et adaptée aux particularités de leur insularité. L'île de Saint-Barthélemy est située à 25 km au sud-est de Saint-Martin, 230 km au nord-ouest de la Guadeloupe continentale et 6500 km de Paris. Elle est très dépendante des territoires voisins de Saint-Martin et de la Guadeloupe pour la prise en charge des cas graves et complexes. Le problème est pourtant connu de longue date. Les élus locaux et particulièrement les sénateurs de Saint-Barthélemy, notre ancien collègue Michel Magras qui a été cité par Micheline Jacques et aujourd'hui Micheline Jacques qui lui succède, ont régulièrement alerté sur le manque d'adaptation des règles nationales aux réalités locales et sur la dégradation de l'offre de soins préjudiciable aux habitants de l'île. Lors des auditions menées avec Alain Milon, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, nous avons pu constater que les difficultés rencontrées par les habitants et les personnels soignants persistaient aujourd'hui encore et étaient de 4 ordres. Premièrement, certaines prestations et actes pourtant indispensables au quotidien d'un hôpital ne sont aujourd'hui pas réalisés sur l'île, en particulier le dépôt de sang. Deuxièmement, les services de soins font face à des difficultés techniques et opérationnelles qui nuisent à la prise en charge optimale des assurés de Saint-Barthélemy. Ainsi, faute d'éclairage, les pistes des aérodromes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les évacuations sanitaires ne peuvent avoir lieu la nuit. Troisièmement, des obstacles réglementaires empêchent la pleine adaptation de l'offre de soins au territoire, et ce malgré les demandes répétées des élus comme des acteurs locaux de la santé. En effet, la pharmacie de l'hôpital Irénée-de-Brin ne peut aujourd'hui, en application d'une disposition réglementaire nationale, être gérée que par un pharmacien universitaire, alors que cette pharmacie ne dispose que de 10 lits. L'hôpital. Faute d'adaptation de cette règle aux réalités locales, l'activité de la pharmacie hospitalière est aujourd'hui menacée. Quatrièmement, les services de soins peinent aujourd'hui à fidéliser les praticiens hospitaliers sur le territoire en raison d'une part des contraintes d'exercice sur ce territoire et d'autre part du coût exorbitant des logements pour ces derniers. Cela a d'ailleurs été développé par notre collègue Micheline Jacques. La présente proposition de loi apporte donc une première solution pragmatique et équilibrée à cet ensemble de difficultés en prévoyant de confier à la collectivité de Saint-Barthélemy un pouvoir de proposition dans les domaines de l'assurance maladie et du financement des établissements et services de santé qui relèvent de la compétence de l'État. Reposons sur une approche ascendante que je sais chère à notre assemblée. Cette proposition opère un point d'équilibre satisfaisant entre exigence d'adaptation des normes aux réalités locales trop longtemps attendues et la nécessité de conserver un cadre garant des grands principes de la sécurité sociale sur l'ensemble du territoire national. Lors de l'examen en commission des lois, nous avons retravaillé cette proposition afin de recourir à l'expérimentation pour cette modification, certes limitée mais novatrice, du partage des compétences en matière de santé entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy. D'une durée de 5 ans, une telle expérimentation permettra de mesurer les effets de ces dispositions et de les évaluer avant d'en envisager la pérennisation.
Ces outils doivent être pleinement mobilisés tant ils permettent une réelle différenciation des normes et particulièrement pour les territoires comme les Outre-mer qui doivent trouver dans notre cadre juridique des moyens concrets d'une adaptation des normes nationales à leur réalité si spécifique. Ainsi, il importe que la collectivité puisse disposer de nouvelles procédures organiques pour renforcer la prise en compte par l'État des spécificités de l'île, sans pour autant battre en brèche le principe d'une compétence étatique en la matière. C'est pourquoi nous avons, à l'occasion du travail en commission, souhaité renforcer les garanties applicables en la matière aux initiatives qui seraient ainsi prises par la collectivité. À ce stade de mon propos, je me dois néanmoins, chers collègues, d'être franche. Si cette proposition de loi marque une première avancée salutaire, elle ne pourra à elle seule régler l'ensemble des difficultés rencontrées sur l'île en matière d'offre de soins. Et je dois malheureusement déplorer l'inertie de l'État sur ce sujet. À titre d'exemple, suite à l'expérimentation concluante visant à accorder aux directeurs généraux d'agences régionales de santé un pouvoir de dérogation pour adapter certaines normes aux réalités locales sur leur territoire, expérimentation lancée dès 2017, le gouvernement s'est engagé en novembre 2021 à la pérenniser en généralisant ces dispositions à l'ensemble du territoire national. Comment expliquer, alors même que l'ensemble des élus et des acteurs locaux de la santé que j'ai auditionnés ont souligné l'importance de ce décret pour améliorer l'offre de soins à Saint-Barthélemy et leur souhait de s'en saisir, sans plus attendre, que le gouvernement n'ait toujours pas pris le décret pourtant annoncé? Madame la ministre, l'État se doit de se montrer à la hauteur des enjeux et de jouer pleinement le rôle qui lui incombe en la matière. Vous pouvez compter sur notre vigilance et j'espère que nous aurons une date de parution du décret. Pour finir, si c'est un point sur lequel je souhaite insister tout particulièrement, nous avons dû mener ces travaux sans disposer des conclusions d'un rapport demandé par le Parlement il y a plus d'1 an sur l'organisation du système de santé et la sécurité sociale à Saint-Barthélemy, et ce, sans disposer des chiffres de la consommation de soins pour les assurés de Saint-Barthélemy que le gouvernement s'obstine à ne pas publier. Ça aussi, c'est assez incompréhensible. Et c'est non seulement incompréhensible, mais c'est pas acceptable pour le législateur que nous sommes et illustre le peu de considération portée par le gouvernement à notre endroit. Lorsque on demande ces chiffres, eh bien, la moindre des choses, c'est de les avoir. Comment exercer notre rôle dans ces conditions ? Malgré ces remarques de méthode, la présente proposition de loi n'en reste pas moins nécessaire et je souhaite pour finir remercier Micheline Jacques, auteure de cette proposition de loi, et mon collègue Alain Milon, rapporteur pour avis, que j'ai retrouvé à l'occasion de ces travaux effectués en commun, comme il y a bien longtemps. Ce texte est équilibré, négocié et consensuel. Il me semble à même d'emporter sur un sujet d'une particulière importance une large adhésion aujourd'hui. Avant de vous remercier, j'espère que le gouvernement accompagnera favorablement et soutiendra ce texte qui est écrit, qui est pensé, qui a été auditionné, qui a été imaginé par notre collègue Micheline Jacques en faveur des territoires ultramarins et de Saint-Barthélemy en particulier. Comme cela a été souligné, c'est un texte équilibré aussi, j'espère, et j'ai confiance dans le fait qu'il recueillera votre assentiment. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à monsieur Alain Milon, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame la Rapporteure, chère Valérie Boyer, mes chers collègues, Saint-Barthélemy n'est pas ce que l'on désigne parfois sous la dénomination un peu malheureuse de désert médical, mais des lacunes persistantes sont identifiées en matière de santé. Certaines spécialités médicales ne sont pas représentées sur l'île, comme la cardiologie par exemple, ou sont d'un accès limité. L'offre hospitalière est fragile, surtout puisque l'hôpital, qui compte 10 lits de médecine de courte durée, est le seul établissement de santé de médecine de l'île et il peine à garantir l'effectivité des postes ouverts et à recruter notamment des urgentistes en nombre suffisant. C'est le cas un peu partout en ce moment.
malheureusement. C'est d'ailleurs là une des préoccupations de notre collègue auteur du texte, qui alerte sur les ruptures dans la continuité des soins. L'attractivité médicale est, comme ailleurs en France, une préoccupation majeure, alors que le coût des logements sur l'île est assurément incompatible avec les rémunérations proposées ou les moyens d'hôpital. Au-delà de l'offre présente, c'est bien davantage l'offre manquante sur laquelle les élus ont régulièrement interpellé le gouvernement et continuent de le faire aujourd'hui. Alors que le territoire est dépendant de Saint-Martin et de la Guadeloupe pour assurer la prise en charge des patients dans les cas les plus graves et particulièrement les urgences, les évacuations sanitaires, les fameuses Evassan, cristallisent pour partie des revendications maintenant anciennes. Ces évacuations, au nombre de 183 en 2022, doivent se faire par voie aérienne et sont parfois compromises. Les pistes des aéroports de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont impossibles à utiliser la nuit, alors que l'utilisation d'un hélicoptère venant de Guadeloupe réduit les moyens de l'archipel pour plusieurs heures. Une étude est annoncée sur ce sujet, mais le problème est identifié depuis 20 ans. Ces différents sujets, comme d'autres problématiques d'inadaptation de droit commun à la configuration de l'île de Saint-Barthélemy, tardent à trouver des réponses. Je pense ici à la prise en charge de ces Evassan au regard des lignes régulières disponibles, mais aussi à la question du dépôt de sang, Valérie Boyer en a parlé, sur le territoire par exemple. Pour partie, ces problèmes pourraient trouver une réponse de la part des services de l'État. Un décret en Conseil d'État a été maintes fois évoqué, mais toujours pas publié. Je rappelle que la Commission des affaires sociales avait, à la suite de la mission à Mayotte en 2022, appelé à donner aux directeurs généraux des agences régionales de santé outre-mer des pouvoirs de dérogation accrus pour adapter le droit aux réalités ultramarines. Faut-il encore que les textes réglementaires suivent et répondent aux demandes des services sur place. Or, on constate trop souvent une inertie, je ne dirais pas du gouvernement, mais des gouvernements, pour apporter des solutions concrètes aux problèmes posés par l'insularité ou l'éloignement de ces territoires. À titre d'exemple, le rapport prévu par la loi 3DS sur l'organisation des soins outre-mer, en particulier à Saint-Barthélemy, qui n'a pas été produit à ce jour, plus de 6 mois après l'échéance prévue. La proposition de notre collègue Micheline Jacques se présente donc aujourd'hui comme un moyen d'apporter des solutions à des problèmes structurels qui appellent des réponses urgentes et durables. Par cette participation à une compétence de l'État, il est ainsi organisé ce que nous pourrions qualifier de droit de proposition formel de la collectivité à l'adresse de l'État, en laissant à ce dernier la pleine compétence. J'insiste sur ce point auquel la Commission des affaires sociales est très attachée. La santé, comme la sécurité sociale, demeurent et doivent demeurer les compétences de l'État. Il n'y a ici ni transfert ni partage proposé. J'ai d'ailleurs, en commission, insisté sur le fait que de telles revendications ne sauraient être recevables au motif que certains territoires seraient hypothétiquement contributeurs nets pour la sécurité sociale. Et s'il est nécessaire que les territoires puissent intervenir et proposer des adaptations locales au droit commun, c'est à l'État d'assurer et d'assumer ses responsabilités. Pour une île comme Saint-Barthélemy, ce principe est d'autant plus fondamental que l'offre de soins ne peut se concevoir qu'en cohérence avec l'offre de soins disponible à Saint-Martin ou en Guadeloupe, où un nouveau CHU, je rappelle, est d'ailleurs en construction. C'est en ayant à cœur d'accompagner l'amélioration nécessaire du système de santé de Saint-Barthélemy en assurant la cohérence de l'offre de soins à l'échelle régionale et la continuité de la prise en charge des patients que la Commission des affaires sociales et la Commission des lois vous proposent cette proposition de loi et vous propose de l'adopter sous réserve d'une transformation du dispositif proposé sous la forme d'une expérimentation. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Madame la ministre, vous avez la parole.
Madame la présidente, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur pour avis, monsieur le président de la commission des lois, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Votre hémicycle examine cet après-midi une proposition de loi visant à permettre à la collectivité d'outre-mer Saint-Barthélemy de participer à l'exercice de compétences de l'État. Votre chambre est bel et bien la représentante et le porte-voix, si vous me permettez cette expression, de tous les territoires dans leur diversité. Le débat qui nous occupe aujourd'hui y a donc toute sa pertinence. Il permettra, je l'espère, de lever les incompréhensions qui pourraient persister et apporter des réponses aux interrogations. C'est en tout cas la volonté qui est la mienne et celle du gouvernement. Cette initiative sénatoriale s'inscrit parmi les travaux du Sénat dans une histoire, celle d'une préoccupation légitime des parlementaires que vous êtes face aux difficultés et inquiétudes de nos compatriotes ultramarins. C'est toute l'action portée par Michel Malgras et qui se poursuit dans vos travaux d'aujourd'hui. Cette proposition de loi de la sénatrice Micheline Jacques en est l'illustration. Avant d'en venir au texte même qui est en débat aujourd'hui, j'aimerais revenir sur plusieurs points évoqués lors de vos débats en commission. Vous avez regretté le manque d'adaptation des règles nationales aux réalités locales, ainsi qu'une dégradation de l'offre de soins. Au-delà, votre commission a déploré un engagement financier insuffisant de l'État et la persistance de difficultés rencontrées par les habitants et les personnels soignants. Je souhaiterais attirer l'attention de votre hémicycle sur quelques points. Le rapport de la commission souligne les difficultés des services de soins en matière d'évacuation sanitaire, les EVASAN, faute d'éclairage des pistes des aérodromes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ce qui entraînerait une perte de chance pour les patients. Sur ce point spécifique, je puis déjà vous dire que l'aéroport de Saint-Martin-Grand-Case est en train d'être équipé sous l'égide du préfet pour permettre courant 2023 des atterrissages de nuit. Par ailleurs, une étude est actuellement en cours. Elle vise à examiner les possibilités de recours à un hélicoptère pour assurer les trajets entre les deux îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et améliorer le marché EVASAN ainsi en vigueur. Les conclusions de cette étude seront connues en mai, ce qui permettra d'avancer avec l'ensemble des acteurs concernés et de résoudre cette difficulté réelle que vous évoquez. Il a également été souligné que les modalités de réalisation de certaines prestations et actes, comme le dépôt de sang, rencontrent des difficultés, alors qu'elles sont indispensables au travail quotidien des personnels soignants et à la qualité des soins. Face à ces problèmes du quotidien rencontrés par nos concitoyens, il nous faut trouver des solutions concrètes et apporter de la souplesse. La parution d'un décret en Conseil d'État permettra l'adaptation des modalités de fonctionnement de l'offre de soins aux spécificités locales grâce au futur pouvoir de dérogation du DG de l'ARS. C'est dans ce cadre également que certains obstacles réglementaires que vous évoquez, comme celui qui concerne la pharmacie à usage intérieur du CHI de Bruines ou le fonctionnement des urgences sur l'île, pourront être levés. Je souhaite par ailleurs m'inscrire en faux sur le peu de considération supposée que porterait le gouvernement à la situation de cette île. À ce titre, il faut rappeler que face à la tragédie qu'a constituée l'ouragan Irma en 2017, la collectivité de Saint-Barthélemy avec celle de Saint-Martin a bénéficié pleinement de la solidarité de l'État et de la sécurité sociale. L'enveloppe globale, s'agissant du soutien face aux conséquences de l'ouragan Irma, a présenté près de 500 millions d'euros pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, soit 11 000 euros par habitant. En outre, l'État a également soutenu les entreprises en facilitant le déclenchement du dispositif d'activité partielle et en proposant un moratoire sur les charges sociales patronales. Lors de la crise du Covid, l'État a également pris toute sa part dans le soutien aux entreprises de ce territoire. Il a ainsi versé près de 1,4 million d'euros d'aide au paiement des cotisations. Vous le voyez, face aux difficultés rencontrées, l'État est au rendez-vous et compte poursuivre cet engagement, je peux vous l'assurer, Madame la rapporteure. Je voudrais également revenir sur la situation globale de l'offre de soins à Saint-Barthélemy et évoquer les excédents supposés des comptes de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, comme le laisse entendre l'exposé des motifs de cette proposition de loi. Il faut d'abord rappeler que les flux de cotisations et de prestations versées sont centralisés au niveau des caisses nationales de sécurité sociale et en particulier de l'ACOS et de la Caisse centrale de la MSA, puisque le principe de solidarité s'applique. Il n'existe donc pas d'autonomie financière des caisses locales dans le sens où elles ne peuvent pas décider librement de l'allocation de leurs recettes de cotisation. Concernant Saint-Barthélemy, la caisse MSA du Poitou retrace dans un outil spécifique les retraites et les dépenses relatives à sa gestion de la sécurité sociale dans l'île. Mais la CPS elle-même ne retrace pas toutes les dépenses de santé. En particulier, les dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux ou certains types d'aides apportées aux professionnels de santé échappent à son champ de compétences. Ainsi, le coût de financement du centre hospitalier de Bruines et des EVASAN, qui s'élève à 8,5 millions d'euros, est presque entièrement financé via des dotations de l'ARS.
De même, la CPS ne prend pas en charge toutes les recettes car elle ne gère pas tous les cotisants de l'île en raison de la complexité de certains dispositifs. En outre, les dépenses de gestion de la CPS et d'autres dépenses comme celles liées aux échanges de données ne sont pas prises en compte. Quelques chiffres pour illustrer mon propos. Concernant la branche maladie, le montant des prestations versées s'élève en 2021 à 18,15 millions d'euros. Dans le même temps, les cotisations maladie plus la CSG due avoisinent les 19 millions d'euros. Ce dernier chiffre est à mettre en regard avec les dettes de cotisation restant impayées auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, qui s'élèvent à 66 millions d'euros. Cette situation budgétaire complexe trouve son explication dans la multiplicité des plans de soutien liés aux différentes crises climatiques et sanitaires auxquelles a été confronté Saint-Barthélemy. Loin de moi la volonté d'insister sur ces éléments chiffrés, mais il était nécessaire de rappeler que Saint-Barthélemy a bénéficié et bénéficiera encore, si le besoin s'en faisait sentir, de la plénitude de la solidarité nationale. Vous évoquez légitimement la remise d'un rapport sur l'organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il sera transmis au Parlement d'ici le mois d'avril. Il sera l'occasion de clarifier ces données chiffrées sur lesquelles le dialogue a peut-être manqué de clarté ces dernières années. Le gouvernement ne partage donc pas le postulat qui est à l'origine de cette proposition de loi et la volonté d'autonomisation de la sécurité sociale qui en découle, et ce même dans le cadre de l'expérimentation proposée par la Commission. Cette démarche se heurte à nos principes de solidarité et d'égalité entre les citoyens qui fondent notre système de sécurité sociale. Elle appelle néanmoins des réponses concrètes et rapides aux besoins d'accès aux soins des habitants de Saint-Barthélemy. En effet, le gouvernement souhaite rappeler que différents outils offrent déjà à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy la possibilité d'intervenir pour améliorer l'offre de soins sans qu'il soit nécessaire de recourir à une faculté de compétences partagées. Je pense à sa participation au conseil de surveillance de l'ARS Guadeloupe, dans laquelle est inclus Saint-Barthélemy, et à l'élaboration du projet régional de santé d'ici la fin de l'année 2023. Je pense aussi à la faculté, depuis la loi 3DS, de participer volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé. En définitive, est-ce d'abord à travers des évolutions institutionnelles que nous répondrons ensemble aux avancées très concrètes dont Saint-Barthélemy a besoin pour améliorer l'accès aux soins. Le gouvernement est déjà pleinement engagé dans ces travaux et ils sont nombreux en faveur de l'accès aux soins à Saint-Barthélemy. Je n'en citerai que deux. Une étude a été lancée sur la mise en place à Saint-Barthélemy d'un centre de périnatalité de proximité afin de sécuriser la prise en charge avant transfert des parturientes à Saint-Martin. Un projet de restructuration du CH de Bruyne pour améliorer le fonctionnement de ces services est également à l'étude, avec 4,7 millions d'euros de crédits issus du Ségur de la santé. C'est une structure de proximité appréciée des habitants et dont il faut accompagner la modernisation et l'efficacité des soins qui y sont prodigués. Est-il réellement nécessaire de construire un nouvel hôpital? Au-delà, je souhaiterais conclure mon propos en soulignant que la santé constitue un axe majeur de la méthode de refondation voulue par le président de la République. Après une première phase territoriale qui s'est achevée en décembre dernier, la nouvelle étape du CNR en santé a bel et bien vocation à rentrer dans le cœur des solutions. François Braun et moi-même aurons l'occasion de revenir sur sa déclinaison pour construire des solutions adaptées. Au cœur de la philosophie d'application du CNR, le droit de dérogation aux normes réglementaires constitue ainsi un levier d'action puissant, à même d'apporter des réponses aux besoins de santé spécifiques de Saint-Barthélemy comme de l'ensemble des territoires. Le comité interministériel des Outre-mer, qui se tiendra le 19 mai, est également un rendez-vous essentiel pour apporter des réponses concrètes et fortes aux besoins de santé du territoire. D'ores et déjà, nous travaillerons avec le ministère de l'Outre-mer et l'auteur de cette initiative pour construire ensemble des solutions pérennes. Je vous remercie. Merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Victorin Lurel pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 9 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, j'avoue que je suis un peu gêné pour commencer ce discours après avoir entendu notre ministre, puisque ça remet en cause tout ce que j'avais comme a priori favorable, mais puisque j'ai entendu égrener un ensemble de chiffres pour dire, puisque il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de différenciation en comptabilité et qu'on ne peut pas savoir exactement quels sont les résultats des différentes caisses. Mais j'ai quand même cru entendre que
la caisse assurance maladie, la caisse maladie serait légèrement excédentaire, 19 millions de recettes, 18 millions de dépenses, mais qu'il y a une dette de 70 millions. Et que pour autant, pour la première fois qu'une collectivité, au nom, si j'ose dire, d'un principe presque sacré, à savoir la solidarité nationale, demande à participer, à financer à la place de l'État et qui ne se défausse pas, eh bien vous refusez. C'est assez étonnant. Alors que moi j'étais tout à fait satisfait, et je ne suis pas le seul ici, du travail fait par la commission des affaires sociales. J'ai entendu les avis. C'est un excellent travail fait précisément pour retrouver le bon périmètre et, si j'ose dire, la pertinence du dossier. Non, le gouvernement vient nous dire, j'ai agi, j'ai toujours agi et je veux mettre un hélicoptère. Ça fait moi, j'ai été 10 ans député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. J'entends ça depuis 10 ans. Maintenant, depuis 20 ans, ça fait 20 ans que je suis parlementaire. Donc, vous allez faire. Parce qu'il y a une proposition de loi déposée par notre collègue et qui a, je crois, l'air de satisfaire tout le monde, sauf le gouvernement, après l'excellent travail fait par la commission. Je peux vous dire, pour être franc, puisque notre rapporteur a été franche, je vais être franc, et je l'ai dit à Amélie Chinjac, on sait les difficultés du texte. Tel que c'était écrit, ça a été réécrit et bien écrit. Et de dire, soyons prudents dans l'affaire. Et que nous allons faire une expérimentation. J'avoue que j'ai quelques doutes sur l'expérimentation. Comment généraliser après? Est-ce que vous croyez que Saint-Martin va demander à bénéficier de l'expérimentation? Surtout après l'expérience de la Polynésie française, qui, dans la gestion du Covid, a dû se retourner vers l'État pour dire « je n'ai pas les moyens de mes compétences » et que je vous demande d'assurer la gestion de la crise. Vous croyez que les territoires bénéficiant de l'autonomie, une autonomie que je comprends et que nous admettons en différenciation, qui est à géométrie variable, vous croyez qu'un territoire va demander à généraliser cette expérimentation? Comment généraliser une expérience qui n'a vocation à rester cantonnée à Saint-Barthélemy? Alors peut-être une généralisation dans le temps, de dire que c'est pour 5 ans. Après on verra si on pérennise. Mais c'est déjà une déformation de l'esprit de l'expérimentation elle-même. Et oui, je suis un peu sceptique. Comment voulez-vous? Et c'est une prudence qui a été prise par la Commission de dire, compte tenu des incertitudes, on ne sait pas si aujourd'hui, dans une économie monosectorielle, si demain il y aura des excédents et si la collectivité qui demande à remplir une fonction qui n'est pas la sienne, à savoir participer dans un domaine, j'allais presque dire régalien, puisque la santé est compétence exclusive de l'État. On vous demande de cofinancer quelque part avec vous sans pour autant partager la responsabilité. Bref, un pouvoir de proposition et de financement. Comment faire ça? Alors, on l'a circonscrit au seul périmètre de l'assurance maladie. Or, l'assurance maladie, c'est tout juste équilibré. Hier, c'était déséquilibré. Alors, ça veut dire que, alors que la proposition première, c'était de dire, c'est toute la caisse à CPS, qui est une CPS qui porte ce nom-là, mais qui est une CPS croupion, disons-le très clairement, puisque c'est un comité de suivi adossé à Poitou-Charentes et qui ne tient même pas une comptabilité analytique, si ce n'est une comptabilité séparée à Sèvres-Vienne, c'est bien ça. Non, on a là un problème de compréhension de la loi organique. Nous croyons, comme ici, et ce qu'a dit en lettres de feu et avec quelques ardeur, le président Larcher, lorsqu'il est venu récemment en déplacement aux Antilles-Guyane, enfin en Guadeloupe et en Martinique, de dire qu'il faut faire dans la différenciation. Vous refusez, Madame la Ministre. Et pourtant, ça s'appelle organisation territoriale et profession de santé. J'avoue, je ne vous cacherai pas que j'ai été étonné de ne pas voir le ministre des Outre-mer ici. C'est vous qui représentez, c'est votre compétence. Mais pour en train de dire cela, nous partageons ici, je le crois presque unanimement, que c'est un bon texte. C'est un texte prudent qui a été pesé et sous-pesé, qui est équilibré. Et je n'ignore pas, pour être encore plus franc, que oui, peut-être que les élus là-bas ont d'autres projets. Peut-être qu'ils veulent aller plus loin, en extension, en GHT, et que sais-je encore.
Ici, c'est un texte élaboré par la commission qui est de nature à faire un consensus, et un consensus, j'allais dire, solide, solide. Et une expérimentation, c'est bien pour voir si c'est solide, si c'est pertinent, si c'est efficace. Là, vous récusez tout. Et je ne vois pas qu'est-ce que vous proposez. Moi, pour avoir appelé un peu partout, je crois savoir que vous attendez le SIOM en disant il est urgent d'attendre, attendons-nous lentement, festina lente, et qu'il faut attendre le SIOM. Le SIOM était prévu pour avril. Le SIOM, c'est le comité interministériel des Outre-mer que nous avions tous créé à l'époque en 2009. C'est normalement le président de la République qui doit présider cette affaire-là, si ce n'est le président, la première ministre. Eh bien, on attend le SIOM pour dire on peut voter ça ici, mais attendons le SIOM pour voir quel consensus peut-on trouver. Le SIOM n'apportera rien de plus que ce texte-là. Et je crois que c'est le texte le plus prudent, le plus équilibré et qui est de nature à rassurer l'État. Et par ailleurs, ce texte-là a vocation peut-être à essaimer, à imprégner, à imprimer, et ça peut inspirer d'autres territoires, et non pas dans le sens que vous croyez. Vous voyez, j'ai oublié totalement mon discours parce que j'attendais celui de l'État. Ici, au nom et pour le compte du groupe socialiste, écologiste et républicain, nous voterons ce texte parce que nous estimons qu'il est fondé, qu'il est pertinent, qu'il est bien écrit, qu'il est prudent et qu'il répond aux besoins urgents de Saint-Barthélemy. Merci. La parole est à la présidente Éliane Assassi pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Madame la ministre, Madame la présidente, pardon. Madame la ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour débattre d'un sujet important qui est celui de l'accès aux soins et à la santé. Les années qui viennent de s'écouler ont été marquées par une forte pandémie où les limites de notre politique de santé ont été démontrées, notamment en Outre-mer. Nous pensons que cette proposition de loi organique de notre collègue Micheline Jacques doit permettre une égalité dans l'accès aux soins. Lorsqu'on observe et lit les rapports sur le sujet, plusieurs éléments reviennent. Celui d'une offre de soins qui ne correspond pas toujours aux demandes des habitants de la collectivité de Saint-Barthélemy. En effet, ces derniers ne sont pas responsables du manque d'infrastructures sur leur île. Les élus territoriaux ont souvent témoigné auprès des pouvoirs publics leur insatisfaction face à l'offre de soins qui ne prend pas en compte toutes les réalités de la collectivité. Les communes et leurs élus ont besoin d'un accompagnement fort pour mettre en place des politiques publiques afin d'assurer leur mission première de service public. Plusieurs difficultés se font ressentir. Les évacuations sanitaires ne sont pas systématiques puisqu'il n'y a pas de possibilité d'évacuer les patients la nuit car les atterrissages sont interdits et il faut entendre ce que vient de dire notre collègue Lurel à ce sujet. Les prises en charge des évacuations sont limitées puisque si l'on souhaite que l'assurance maladie finance ses déplacements, il faut que les lignes d'évacuation soient régulières. Cela pousse donc à des choix, ce qui veut dire que l'accès aux soins n'est pas garanti pour toutes et pour tous. Aujourd'hui, le seul hôpital disposant de plusieurs spécialités est donc situé en Guadeloupe. Ce dernier qui a vécu un terrible incendie en 2017 et retrouvera sa réhabilitation finale uniquement en 2024. L'hôpital de Saint-Barthélemy est aussi confronté à un manque de personnel. Cela s'explique par la cherté de la vie sur l'île. Les prix des loyers augmentent, ce qui n'est pas le cas du pouvoir d'achat. Et cela se ressent plus fortement dans les collectivités d'outre-mer. Oui, Madame la Ministre, les salaires des personnels soignants ne sont pas compatibles avec le prix des loyers. En France métropolitaine comme en outre-mer, le manque de moyens pour l'hôpital est flagrant. De ce fait, l'accès aux soins n'est pas garanti pour toutes et tous. Le personnel soignant souffre. Il souffre de la non-revalorisation de son statut, de la non-augmentation des salaires alors que ces femmes et ces hommes ne comptent pas leurs heures. La fermeture des lits est toujours d'actualité, les services sont toujours en tension. La passivité constante du gouvernement doit cesser lorsque le Parlement demande des rapports pour éclaircir des situations, pour nourrir des travaux, vous ne répondez pas. Lors de la crise sanitaire et du confinement, les habitants ont vécu les limites de cette passivité. C'était dur.
C'était très dur pour eux de ne pas pouvoir être évacués alors que leur santé en dépendait. Cette PPLO est un premier pas pour permettre une meilleure offre de soins et surtout une offre de soins qui puisse répondre aux réalités de l'île de Saint-Barthélemy. L'État doit donner des moyens nécessaires pour l'accès aux soins et à la santé. La santé est une prérogative de l'État et ce dernier doit pouvoir prendre en compte les dysfonctionnements et les défaillances vécues au niveau des collectivités. Le présent texte est aussi un moyen de mettre en musique des méthodes horizontales de travail et d'échange qui sont tant demandées par les acteurs locaux plutôt que des approches toujours imposées par le haut sans concertation préalable. Le caractère expérimental de ce texte adopté en commission est effectivement prudent. Il permettra d'adapter les actions par rapport aux résultats. De ce fait, l'évaluation qui se fera par l'État et la collectivité sera un moment fort et important et pour Saint-Barthélemy et pour l'État. Nous espérons surtout que les habitants de Saint-Barthélemy pourront bénéficier d'une offre de soins adaptée et que l'hôpital trouvera l'attractivité nécessaire pour assurer sa mission de service public. Alors nous serons attentifs à la mise en place de cette proposition. Nous resterons les fervents défenseurs de l'égalité et cela est aussi valable pour l'accès aux soins. Pour toutes ces raisons, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste votera pour cette proposition de loi organique. Merci. La parole est à monsieur Philippe Folliot pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame, monsieur le rapporteur, mes chers collègues Micheline, Jacques. C'est Christophe Colomb qui découvrit l'île de Saint-Barthélemy et du reste le nom est lié au frère de Christophe Colomb, Bartholoméo. Et 3 dates ont marqué l'histoire de cette île. Tout d'abord, c'est 1784 quand Louis XVI décide de la donner à la Suède. Et près d'un siècle, un peu plus d'un siècle plus tard, en 1878, elle redevient française suite à un terrible cyclone qui avait déjà à l'époque dévasté l'île. Une troisième date importante dans l'histoire de Saint-Barthélemy, c'est 2007. 2007, quand ce qui était une commune du département de la Guadeloupe devient une collectivité et à partir de là peut commencer à prendre mieux en main son destin avec des éléments qui caractérisent Saint-Barthélemy. C'est tout d'abord, j'allais dire, la mono-activité, pour ainsi dire, qui est le tourisme et qui ne manque pas d'avoir des conséquences, y compris par rapport au sujet dont nous parlons aujourd'hui, puisque la population qui est de 9 000 habitants va jusqu'à 15 000 habitants avec les saisonniers l'été, plus les touristes, et donc avec la nécessité d'avoir des éléments sanitaires qui puissent être adaptés par rapport à cette situation spécifique. Bien entendu, ce texte que vous portez, chers collègues, est dans le droit fil de votre prédécesseur Michel Madras, que je salue, est un texte qui est un texte tout à fait à propos, et ce, à plusieurs titres. Tout d'abord, par rapport au caractère expérimental de celui-ci et la volonté qui est celle donc de la collectivité d'assumer aux côtés de l'État un certain nombre de conséquences et des conséquences qui sont particulièrement importantes pour la population puisque ça a trait à la santé. Et on peut dire ce que l'on veut, mais sans le socle, j'allais dire, d'un service de santé efficace et adapté, toute perspective de développement, j'allais dire, économique et social d'un territoire est complètement annihilée. Et donc, en ce sens, c'est un élément important que la collectivité accepte et souhaite et veuille prendre ses responsabilités aux côtés de l'État en la matière. Le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est de dire que ce texte est un texte qui est éminemment bien construit. Cela a été dit, madame, monsieur le rapporteur l'ont souligné, avec une durée limitée dans le temps et des rapports d'étape et des capacités qui vont faire que ceci permettra de répondre de la meilleure façon qui soit aux besoins exprimés par la collectivité donc, et ses habitants.
Pour autant, l'offre de santé ne peut pas reposer que sur Saint-Barthélemy à proprement parler, et que bien entendu les liens, et on est obligé à ce stade de parler de géographie puisque distante de 25 kilomètres donc de Saint-Martin, de 240 et quelques kilomètres de la Guadeloupe. Si vous me permettez l'expression, cette tyrannie des distances fait qu'on doit tenir compte de ce cadre et de cet élément de spécificité par rapport à l'offre de soins va être apportée. Si tout ce qui a trait, excusez-moi l'expression, à la bobologie et aux soins premiers peuvent être traités sur place, ensuite, donc il y a cette nécessité donc de pouvoir évacuer vers d'autres hôpitaux et plus particulièrement vers le CHU donc de la Guadeloupe les malades qui en ont le besoin. Je voudrais revenir sur un point, un élément qui me paraît important, c'est cette notion d'évacuation sanitaire. Plusieurs collègues en ont parlé et donc dans ce cadre-là, il me paraît important et essentiel de dire que comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans un ouvrage que j'avais publié, que les questions relatives à une approche spécifique pour nos départements et nos collectivités d'outre-mer, dans ce cadre-là, revêt sa plus particulière singularité. Je m'explique. Avoir un hélicoptère, parce que c'est, tout le monde en conviendra, une nécessité et une demande, et Monsieur le ministre Lurel l'a dit tout à l'heure avec fort à propos, c'est quelque chose d'important et d'indispensable pour Saint-Barthélemy. Mais l'approche qui serait peut-être judicieuse d'avoir, ce n'est pas d'avoir une approche, si vous voulez, uniquement basée sur un seul aspect des choses. Ce qui pourrait être intéressant d'expérimenter en liaison avec l'État, les différentes administrations, la collectivité de Saint-Barthélemy, mais aussi la collectivité de Saint-Martin, c'est d'avoir un hélicoptère qui soit basé sur place, mais qui soit totalement polyvalent. C'est-à-dire qui puisse servir pour les évacuations sanitaires, qui puisse servir pour la douane, qui puisse servir pour la gendarmerie, qui puisse servir pour la protection civile. C'est-à-dire donc un outil qui pourrait être totalement polyvalent et adapté et qui pourrait amener ce service localement, parce qu'on le sait très bien que déposséder donc la Guadeloupe de son hélicoptère d'évacuation sanitaire pour aller à Saint-Barthélemy, ça ne manque pas de poser des difficultés parce qu'ensuite la Guadeloupe se trouve dépourvue de moyens. Et donc je crois que cette singularité et cette nécessité d'essayer de faire de telle sorte que toutes les administrations puissent travailler ensemble pour apporter en liaison avec les collectivités une solution qui soit une solution originale et spécifique me semblerait très modestement être une piste tout à fait intéressante qui pourrait permettre de répondre à ce besoin, mais à d'autres besoins aussi, la lutte contre le narcotrafic, les éléments relatifs donc à la sécurité publique et en cas d'urgence aussi bien sûr les évacuations sanitaires. En conclusion, je voudrais dire au nom du groupe Union centriste que bien entendu nous allons voter ce texte. Parce que, comme nous l'avons dit, et comme cela a été répété par les uns et par les autres, il est bien construit, bien équilibré, et puis ensuite, il va répondre à un besoin qui est le besoin des populations de Saint-Barthélemy, mais qui est aussi exemplaire par rapport à cette capacité que vous nous permettez de mettre en œuvre, ma chère collègue, d'expérimentation. Et nous sommes très attachés au sein de notre groupe à cet aspect des choses, parce qu'il est clair que dans ce domaine, comme dans bien des domaines, une approche uniforme nationale est totalement inadaptée et plus encore donc, par rapport à nos outre-mer. Et donc c'est pour cela qu'avec ambition et volonté, mais aussi et surtout conviction, nous voterons favorablement pour ce texte. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Artano pour le groupe RDSE pour 5 minutes.
Madame la présidente, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ma conviction est que les statuts uniformes ont vécu et que chaque collectivité d'outre-mer doit pouvoir désormais, si elle le souhaite, évoluer vers un statut différencié, en quelque sorte un statut sur mesure. Ces quelques mots du discours du président Jacques Chirac prononcé le 11 mars 2000 à Madiana en Martinique font encore écho aujourd'hui. Et je vais m'en arrêter là finalement parce que j'avais, comme Victorin Lurel, préparé une allocution. Et je dois bien le dire que le gouvernement m'a beaucoup aidé puisque le gouvernement, madame le ministre, vous venez de nous donner raison finalement. Quand on entend la position du gouvernement, et ce n'est pas une position personnelle bien évidemment, sur le texte, vous donnez raison aux travaux du Sénat, menés actuellement par le président Larcher sur plus de décentralisation, plus de déconcentration. Et on voit à quel point également on a affaire à une espèce de rigidité de l'État central sur le sujet. Je vais quand même revenir sur le texte. C'est vrai qu'initialement, pour avoir participé à une audition, et la dernière en l'occurrence, une des plus révélatrices peut-être, avec nos deux rapporteurs, on se rend compte quand même que l'espèce de démembrement d'une compétence entre l'État et une collectivité est compliqué. Et on peut le concevoir intellectuellement, et ça a été assez révélateur entre la direction de la sécurité sociale et la direction générale de l'organisation des soins. Et on peut effectivement identifier déjà les points de blocage et les points de difficulté qui peuvent être soulevés à cet égard. Mais j'aimerais saluer le travail de nos deux rapporteurs qui ont pu aller jusqu'au bout de cette démarche et trouver un équilibre. Et Victorin Lurel l'a rappelé avec l'auteur de la proposition dans le cadre des auditions. Et cet équilibre, finalement, c'est l'expérimentation. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que ce qui est possible dans certains territoires ne l'est pas dans d'autres. À Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, nous n'avons pas la compétence transport maritime en fret. Et nous venons, avec le gouvernement, de signer une expérimentation pour justement permettre à la collectivité, sur un temps donné, par convention, de tester la compétence en fret. Et je ne comprends pas, justement, c'est pour ça que je dis que le gouvernement nous rend bien service aujourd'hui sur ce texte en particulier, pourquoi ce qui est valable dans une collectivité de l'article 74 ne l'est pas dans une autre collectivité de l'article 74, avec quelque part, finalement, quelque chose de bon sens, une proposition des rapporteurs et de l'auteur, visant à dire que finalement, sur ce secteur de la santé et de la sécurité sociale, et on peut comprendre les difficultés que ça peut poser en partage de compétences, une expérimentation a le mérite effectivement, avec les réserves évoquées par Victorin Lurel, sur la démultiplication, ou du moins l'élargissement par la suite de l'expérimentation. Mais à tout le moins, j'aimerais quand même rendre hommage à Micheline Jacques, qui a le mérite de vouloir faire bouger les choses. Et je pense que cette proposition, effectivement, a le mérite de faire bouger les lignes, à charge évidemment aux législateurs et aux acteurs locaux de prendre leurs responsabilités dans les années qui viennent pour voir de quelle manière cette expérimentation, et je souhaite malgré tout, mes chers collègues, que le Sénat puisse se rallier à cette proposition de loi organique, mais également à la position de la Commission et de nos rapporteurs, de voter ce texte qui, de mon point de vue, est strictement l'expression de ce que vous demandez tous et ce que nous demandons tous dans nos territoires, une approche de l'État différenciées dans chacun de nos territoires qui tiennent compte de nos réalités, qu'elles soient en outre-mer ou dans l'Hexagone, dans les zones de montagne ou dans les zones de ruralité de manière générale. Cette expression finalement et cette proposition de Micheline Jacques, elle ouvre la voie finalement aux travaux que nous menons au Sénat et qui aboutiront, comme ils ont abouti en 2020, à des propositions concrètes. Le président du Sénat l'a rappelé, et Victorin Lurel l'a dit, lors de son déplacement en Guadeloupe et en Martinique, avec plus de différenciation, plus de décentralisation, mais un État plus fort sur les territoires. Et là, on se rend compte malgré tout que cette position du gouvernement vient fragiliser malgré tout cette ambition, qui est une ambition, je trouve, plutôt saine et une ambition légitime. Je pense que quand les collectivités en sont poussées à ce niveau de demande, c'est qu'on constate finalement que les choses ne fonctionnent pas. Et comme je le disais à Victorin Lurel, cet hélicoptère, effectivement, dans une quinzaine d'années, on en reparlera sans doute encore, parce que ce n'est pas si simple, ça n'est pas si simple que ça à régler. Ça se saurait, et si c'était le cas, Madame le Ministre, je pense que les élus ne se seraient pas posé la question, et je pense que Micheline Jacques n'aurait pas initié ce projet de loi organique, tout simplement parce que si la réponse existait, je pense qu'on n'est pas là pour légiférer à tort et à travers, ni se faire plaisir en se tapant sur la poitrine. C'est qu'on est là pour régler des problèmes de nos concitoyens et qu'il y a une vraie difficulté sur ce territoire en particulier, une demande qui est récurrente et qui est ancienne. Et franchement, le groupe RDSE dans son ensemble soutiendra bien évidemment ce projet de loi organique modifié avec l'assentiment des rapporteurs qui ont trouvé, me semble-t-il, un point d'équilibre. Et j'aimerais évidemment qu'entre la position que le Sénat adoptera et la navette qui va avoir lieu, en espérant que le texte soit repris à l'Assemblée, nous puissions également trouver un équilibre, même si l'avis du gouvernement doit évoluer. Moi, j'aurais aimé également connaître l'avis du ministre délégué aux Outre-mer, qui, de mon point de vue, est fragilisé par cette position,
parce qu'il porte évidemment l'ambition du président de la République qui, le 7 septembre, a dit qu'il était pour une approche différenciée en Outre-mer. Or, aujourd'hui, on voit qu'on est sur une approche jacobine et je vous invite évidemment à voter ce projet de loi. Merci. La parole est à Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président, madame le rapporteur, monsieur le rapporteur, il est toujours savoureux avec ce gouvernement de goûter aux ascenseurs émotionnels qu'il nous permet de vivre. J'utilise le mot à dessein. Toutes les expressions qui se sont succédées, comme les travaux préparatoires, et nous avons eu l'occasion d'en parler avec l'auteur de ce texte, Micheline Jacques, que je tiens à saluer, nous laissaient à penser que l'équilibre revendiqué de ce texte, que son bien fondé, amènerait le gouvernement à donner un avis favorable. Et face à cet élan d'espérance, cet élan n'a trouvé malheureusement que d'égal la déception qui est trop souvent à l'arrivée, alors même que tout nous laissait à penser que, comme je viens de le dire, ce texte pouvait recueillir l'assentiment du gouvernement. Je le dis parce que, et celles et ceux qui, à cette tribune, viennent de s'exprimer, ont démontré à la fois le caractère équilibré, l'intelligence du recours à l'expérimentation et, comme l'a souligné le rapporteur Alain Milon, la nécessité de donner des gages et surtout de permettre une continuité des soins, de permettre à l'évidence de répondre à la problématique des évacuations sanitaires et de bien d'autres problématiques. Au fond, Madame la Ministre, j'ai parfois le sentiment de revivre ce que nous avons vécu à l'occasion de l'examen du texte 3DS. Certains y ont fait référence, avec un gouvernement, avec un État qui est toujours très allant à demander aux collectivités de participer aux investissements. C'est ce que nous avons fait, confiants dans la parole de l'État. Et de l'autre côté, un État qui peine à vouloir partager les compétences lorsqu'il s'est agi de faire des présidents de région, des coprésidents d'ARS. En réalité, c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et c'est assez triste finalement, parce que au-delà de ce texte, vous renvoyez, comme beaucoup de collègues l'ont dit, un bien mauvais signal. Je vais y revenir. Revenant à ce texte. C'est un texte qui, je pense, avait le mérite, et je veux à mon tour rendre hommage, comme je l'ai fait à l'instant, à l'auteur, Micheline Jacques, précédemment à notre collègue, Michel Magras, qui a été un des aspirateurs de ce texte, qui a inspiré aussi beaucoup de réflexions s'agissant de l'outre-mer, et puis à la collectivité, je pense notamment à la première vice-présidente, Hélène Bernier, qui a participé à ces travaux. Parce que, au final, et la seule raison qui vaille dans ce texte, c'est bien de répondre, comme je l'ai dit, aux aspirations très concrètes des habitantes et des habitants de Saint-Barthélemy, et de permettre à la collectivité de participer. Et quand j'entends votre propos, Madame la Ministre, j'ai l'impression que vous parlez d'une automisation. On a le sentiment, finalement, que Saint-Barthélemy va larguer les amarres et veut gérer à elle seule cette compétence. De tout cela, il n'en est rien. Nous avons simplement face à nous une collectivité qui dit vouloir partager l'effort et être au rendez-vous des attentes et surtout s'inscrire, et je vais faire mien les propos qui ont été tenus par notre collègue Victorin ou par notre collègue Stéphane Arnano, qui s'inscrivent dans un principe de différenciation. Je reviens sur le texte 3DS. C'est bien beau que l'État veuille inviter à plus de différenciation. Mais quand l'occasion vous est donnée, Madame la Ministre, vous tournez le dos à cette différenciation. Encore une fois, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que l'État fait. Et c'est là bien quelque chose de bien regrettable. Au fond, et on le sait, la tentation, c'est de renvoyer, ça a été dit, aux travaux du SIOM. Mais qu'attendre finalement de ces travaux si, alors que l'occasion vous est donnée finalement de prendre la balle au bond et de saisir l'esprit d'initiative porté par le texte de notre collègue Micheline Jacques et par la collectivité, qu'attendre si ce n'est finalement des espoirs qui seront encore une fois vains. Et je crois qu'il y a là un vrai sujet. En tout cas, notre groupe
s'interroge sur la volonté réelle. Nous l'avons déjà soulevé à l'occasion des textes précédents. Nous avons d'ailleurs, je le dis, pour en avoir été le rapporteur avec Françoise Gatel, travaillé sur l'expérimentation pour ouvrir le champ des possibles et pour faire en sorte que des initiatives comme celle-ci puissent être rendues possibles. Donc, Madame la Ministre, je crois que malheureusement, notre espoir va encore être aujourd'hui déçu. Alors, bien évidemment, nous voterons avec conviction ce texte, considérant finalement il permet d'ouvrir et de tracer un sillon. Nous espérons que demain, le gouvernement, et je regrette aussi que le ministre des Outre-mer n'ait pas livré son avis sur ce sujet-là. Je regrette malheureusement que le rapport, encore une fois, voté dans le cadre du texte 3DS, n'ait pas été rendu. Alors même si j'ai entendu que tardivement nous aurons les réponses à nos interrogations, mais je crois qu'il y a, Madame la Ministre, urgence aujourd'hui à agir, urgence à répondre aux aspirations des territoires et à l'aspiration du territoire de Saint-Barthélemy qui depuis longtemps fait preuve de cet esprit d'initiative qui ne doit pas rester sans réponse de votre part. Comme je l'ai dit, nous voterons avec conviction ce texte, un texte équilibré, un texte qui permet de répondre de façon pragmatique aux interrogations des habitants, qui permet aussi d'ouvrir la réflexion de façon là aussi très pragmatique sur la question de la différenciation. Et je veux encore une fois rendre hommage à Michel Magras, ancien président de la délégation aux Outre-mer, qui a ouvert la voie sur ce sujet avec encore une fois des propositions inspirantes. Espérons que notre Assemblée, qui a été souvent précurseur sur ces sujets, le soit encore. J'ai noté dans la tonalité des intervenants qui se sont succédés une volonté de soutenir ce texte. Espérons, Madame la Ministre, que ces positions vous invitent à faire évoluer dans le temps et le plus rapidement possible votre avis. En tout cas, vous l'aurez compris, nous serons bien évidemment en soutien et en approbation du texte de notre collègue Micheline Jacques. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Denis Wattebled pour le groupe Les Indépendants. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Les problématiques de désertification médicale et d'accès aux soins ne concernent pas uniquement le territoire métropolitain. En effet, en matière d'offre de soins, nos compatriotes de Saint-Barthélemy sont confrontés à d'importantes difficultés, aux formes très variées, en raison de l'isolement et de l'insularité de leur territoire. De nombreux exemples illustrent cette situation. Ainsi, lorsque la prise en charge de cas graves nécessite des évacuations sanitaires vers Saint-Martin ou la Guadeloupe, celles-ci ne peuvent s'effectuer qu'en journée en raison de l'absence d'éclairage des pistes. Et on déplore en outre la présence d'un seul hélicoptère pour la zone et l'impossibilité de procéder à des rapatriements par bateau compte tenu des distances. Concernant le personnel hospitalier, il est fait appel à des contractuels, les services de soins ne parvenant pas à fidéliser les praticiens du fait du prix élevé des logements et des contraintes d'exercice. Or, il est indispensable que nos compatriotes de Saint-Barthélemy puissent accéder à une offre de soins de qualité et adaptée aux particularités du territoire. C'est pourquoi je me réjouis de l'initiative de notre collègue Micheline Jacques, qui, par cette proposition de loi, tente de remédier à ces difficultés. L'article 1 confie ainsi au Conseil territorial un pouvoir de proposition dans les domaines de la sécurité sociale et du financement des expériences de santé relevant de la compétence de l'État. L'article 2 définit la procédure de participation de la collectivité à ses compétences. L'article 3 prévoit la définition d'un objectif annuel de dépenses de fonctionnement et de financement des surcoûts des équipements médicaux et médico-sociaux ainsi que des évacuations sanitaires. Je tiens à saluer l'esprit consensuel qui a prévalu lors de l'examen en commission. Les modifications qui ont été apportées vont dans le bon sens. D'une part, je partage la position de la commission lorsqu'elle a considéré qu'il serait pertinent que ce dispositif soit expérimenté pendant 5 ans avant de l'envisager en pérennisation. D'autre part,
La proposition de loi prévoyait d'imposer au conseil territorial la définition d'un objectif annuel de dépenses pour la couverture des surcoûts des établissements médicaux de santé liés à la salubreté et à l'éloignement. Je suis satisfait que cette même position ait supprimé cette disposition qui faisait poser une contrainte nouvelle sur une collectivité qui ne possède ni les moyens ni les compétences pour procéder à une telle évaluation. Avant de conclure, je souhaite saluer le travail accompli par la rapporteure, Madame Boyer, et son implication sur le sujet d'importance pour la collectivité de Saint-Martin et nos compatriotes ultramarins. Madame la ministre, chers collègues, cette proposition de loi présente un intérêt indéniable, même si elle ne peut résoudre à elle seule tous les problèmes d'accès aux soins. Elle constitue un premier pas salutaire vers une meilleure prise en considération par l'État des spécificités et des nécessaires adaptations de l'offre de soins à Saint-Barthélemy. Ainsi, le groupe Les Indépendants votera à l'unanimité ce texte qui répond aux besoins urgents d'une véritable différenciation territoriale. Merci. La parole est à monsieur Guy Bénarroche. Pardon, pour le groupe Écologie Solidarité Territoire. Merci. Madame la présidente, Madame la ministre, Madame l'auteur, la rapporteure, mes collègues, nous devons ce jour nous pencher sur un problème qui est récurrent d'organisation territoriale à laquelle le Sénat est toujours particulièrement attentif. La problématique qui a été mise en avant par l'auteur et qui a été étayée par les excellents travaux des rapporteurs est celle du manque de moyens pour les collectivités territoriales pour agir sur des compétences étatiques. En l'occurrence, de confier à la collectivité de Saint-Barthélemy un pouvoir de proposition dans le domaine de la sécurité sociale et du financement des établissements de santé qui relèvent de la compétence de l'État. L'offre de soins locale de Saint-Barthélemy est très restreinte, s'appuie fortement sur la Guadeloupe et Saint-Martin. La situation, certes, n'est pas nouvelle, mais la pandémie a permis de mettre en avant le rôle et la réactivité qu'ont pu développer les collectivités locales partout dans le domaine de la santé. À Saint-Barthélemy, la situation locale ne permet pas la prise en charge de cas graves et complexes et conduit à de nombreuses évacuations sanitaires vers Saint-Martin en particulier. Nos commissions ont rappelé l'aspect indispensable de ces évacuations sanitaires, mais aussi les difficultés qu'elles présentent. Matériel, bien sûr, avec les conditions, on en a parlé, mes collègues en ont parlé, de l'aéroport de Saint-Martin, les contraintes aussi de l'utilisation de l'hélicoptère basé en Guadeloupe, mais aussi financières, puisque ces évacuations sont réalisées souvent par des sociétés privées, à défaut de pouvoir être faites via des lignes régulières, et pour permettre un financement par l'assurance maladie, elle coûte donc quand même 600 000 € par an pour à peu près 200 rotations. Deux autres sujets ont été mis en avant par l'auteur et par la rapporteure, à savoir l'absence à ce jour de reconstruction de l'hôpital 5 ans après le passage de l'ouragan, ce qui ne permet pas d'améliorer d'ailleurs l'attractivité des conditions d'exercice des soignants qui est déjà entravée. Ma collègue Assassi l'a rappelé aussi par le coût de la vie sur l'île, mais aussi les problématiques induites par la gouvernance de l'ARS qui laisse peu de place à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy. Ces difficultés ne sont pas nouvelles. Nous avions déjà eu par le passé des propositions de modification pour un régime propre à Saint-Barthélemy. La version initiale de cette proposition écartait la possible ouverture de la participation à l'exercice de la compétence de l'État en matière de santé, car requérant des compétences techniques dont Saint-Barthélemy est dépourvu et qui représente un coût exorbitant. L'auteur, que je salue, avait souligné le besoin impérieux que la santé reste un domaine qui doit être mis à l'abri des aléas politiques. Pour autant, le besoin d'une plus grande participation de la collectivité avait donné lieu à la rédaction de 3 amendements permettant une plus grande autonomisation du système à Saint-Barthélemy. Toutefois, après les discussions dans nos deux commissions, plusieurs points ont été soulevés. Les constats de la direction de la sécurité sociale ont mis en avant une mauvaise appréciation de la situation financière dès lors que la situation de la caisse ne reflète pas celle d'un régime de sécurité sociale autonome et omet une part substantielle des financements dont bénéficie le système de santé de l'île, établissement que la solidarité nationale s'exerce bien aussi au profit de l'île. Les deux rapporteurs ont pu insister à juste titre sur ce principe de solidarité au cœur de notre système de sécurité sociale, principe fondamental qui est inscrit dans le texte de la Commission. Aussi, au lieu d'une réforme statutaire initialement proposée, la Commission s'est dirigée vers une expérimentation
de l'exercice de ce pouvoir de proposition par la collectivité. La durée de cette expérimentation de 5 ans laisse le temps d'une mise en œuvre et d'ajustements nécessaires à son évaluation, et un rapport devra être rendu dans les 6 mois suivant la fin de l'expérimentation. Au passage, Madame la ministre, mes collègues Alain Milon et Valérie Boyer vous le rappelez, parmi les rares rapports que demande notre assemblée au gouvernement, on n'en demande pas énormément. On pense que le gouvernement pourrait y donner suite, ce qui nous permettrait des fois d'éclairer nos débats. Alors j'ai bien compris qu'on l'aura au mois de juin, après la loi, bon, pourquoi pas. En tout cas, on l'aura peut-être un jour. L'inertie de la prise de décret, d'ailleurs, s'y ajoute, parce que là aussi, ça ne va pas très très vite. Et donc, ça ne contribue pas non plus à améliorer les choses. Au sujet, d'ailleurs, d'une nécessaire réflexion d'une organisation territoriale plus décentralisée et des travaux de notre Assemblée sur ces sujets, des décrets plus rapides et des rapports plus rapides permettraient à nos travaux, des fois, de prendre plus de sens. L'encadrement de ce nouveau pouvoir permet de rester dans une réflexion au cœur d'une offre de soins à Saint-Martin, en Guadeloupe. C'est pour ça que sera soumis à l'ARS compétente tout projet d'acte de conseil territorial afin d'assurer la compatibilité d'une telle proposition avec l'organisation existante et régionalisée. Enfin, les travaux en restreint le champ des compétences susceptibles de faire l'objet de propositions du conseil territorial à la seule assurance maladie et au financement des établissements et des services de santé en vue de garantir la continuité des soins et l'adaptation aux particularités et besoins spécifiques de l'offre de soins liés à l'insularité et à l'éloignement. Cette notion de continuité des soins est la question fondamentale sur laquelle nos concitoyens et nos élus locaux nous interrogent toujours et à juste titre. Notre groupe, attaché à l'engagement local, à l'expertise des élus en ce sens, à l'expérimentation, votera donc pour cette proposition de loi, tout en rappelant que sans un engagement fort et rapide de l'État, toute démarche locale sera vaine. Merci. La parole est maintenant à Nadège Havet pour le groupe RDPI. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de remercier notre collègue Micheline Jacques et son groupe d'avoir demandé l'inscription de cette proposition de loi organique à l'ordre du jour de notre assemblée. L'examen de ce texte permet de mettre en lumière certains des défis auxquels fait face la collectivité de Saint-Barthélemy. Des défis qui sont accentués par son isolement géographique et sa faible population. Comme dans les autres territoires ultramarins, les questions de santé sont au cœur des préoccupations des habitants et des élus. Les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune l'ont tous rappelé. Les difficultés sont nombreuses. Pénurie de soignants liée à un manque d'attractivité de l'île, difficultés d'accès aux médecins spécialistes, obligation de procéder à de nombreuses évacuations sanitaires, parfois dans des conditions difficiles, impossible de constituer un stock de sang, impossible pour l'hôpital de recruter un pharmacien d'officine, infrastructures hospitalières partiellement détruites par l'ouragan Irma. Elles sont donc nombreuses, les difficultés. Afin de remédier à ces difficultés, notre collègue de Saint-Barthélemy propose de recourir à l'article 74 de la Constitution, au terme duquel la loi organique peut déterminer les conditions dans lesquelles une collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie peut participer sous le contrôle de l'État à l'exercice des compétences qu'il conserve. Et cela dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques. Ce dispositif permet d'ores et déjà à Saint-Barthélemy de participer sous le contrôle de l'État à l'exercice des compétences qui relèvent de l'État en matière pénale. Il est proposé d'étendre cette possibilité en matière de sécurité sociale et de financement des établissements de santé. Il y a un peu plus de 7 ans, une initiative similaire avait été prise par le Parlement. En effet, l'article 6 de la loi organique du 17 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy prévoyait la possibilité pour l'État d'habiliter par décret en Conseil d'État et pour une durée maximale de 3 ans le Conseil territorial de Saint-Barthélemy à adopter des actes dans le domaine de la sécurité sociale. Cet article avait été censuré par le Conseil constitutionnel en raison d'une incompétence négative. Contrairement au dispositif adopté en 2015, celui prévu par la présente proposition de loi apparaît conforme à la Constitution, dans la mesure où la fixation des règles entourant la participation de la collectivité aux compétences de l'État n'est pas renvoyée au pouvoir réglementaire. La solidité juridique du dispositif proposé est d'autant plus forte que la commission des lois a restreint le champ des compétences pouvant faire l'objet des propositions du conseil territorial à la seule assurance maladie.
Les améliorations apportées au dispositif initial sont d'autant plus opportunes que le gouvernement a fait de la santé sur l'île une priorité. Grâce à une aide importante de l'État, les évacuations sanitaires ont pu être maintenues. Lors d'un récent déplacement à Saint-Barthélemy, le ministre des Outre-mer, Jean-François Carenco, a demandé au préfet délégué de s'investir fortement sur le sujet afin d'aboutir rapidement à une solution. La collectivité et la préfecture ont ainsi engagé des travaux communs. Parmi les pistes explorées figure l'investissement dans un avion ou un hélicoptère. Pour ce qui concerne l'hôpital, Saint-Barthélemy a obtenu une enveloppe de 4,7 millions d'euros dans le cadre du Ségur de la santé. Cette enveloppe va permettre la réalisation d'aménagements, dont l'agrandissement du service des urgences. La récente arrivée de nouveaux médecins sur l'île est également bienvenue. Par ailleurs, il semble que des obstacles réglementaires pourraient être levés par un décret en Conseil d'État. Ce débat nous donne l'occasion d'inviter le gouvernement à publier ce décret dans les meilleurs délais, de même que le rapport prévu par la loi dite 3DS sur la situation sanitaire de Saint-Barthélemy. Enfin, nous devrons veiller à écarter tout risque de remise en cause du principe de solidarité nationale sur lequel repose la sécurité sociale. Un transfert de compétences sous le contrôle de l'État et sous la forme d'une expérimentation apparaît tout à fait opportun. Ainsi, les membres du groupe RDPI voteront pour. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, vous avez souhaité intervenir. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, pour rappeler qu'il s'agit bien ici de la position du gouvernement et donc aussi du ministre des Outre-mer. Madame Assassi a dit que c'était un sujet important. Je suis d'accord, c'est un sujet important. Et nous n'aimions aucune difficulté. Et le constat, nous le partageons. La différence entre ce que vous proposez et l'analyse que fait le gouvernement, c'est que nous ne souhaitons pas faire prendre le risque à Saint-Barthélemy à travers cette modification concernant la CPS de ce que fait notre pacte républicain sur la solidarité que représente la sécurité sociale. C'est le risque dont nous pensons qu'il peut être pris par cette modification à travers cette loi organique. Nous pensons que ce n'est pas à travers cette réponse institutionnelle qu'on peut apporter des réponses structurelles. D'abord, la loi 3DS permet aux collectivités d'intervenir, notamment dans le cadre du logement, par exemple, et que le président de la République nous a demandé de travailler sur le pacte territorial que nous proposons à toutes les collectivités et donc aussi à la collectivité de Saint-Barthélemy. Ce pacte territorial, il repose bien sur la volonté, et c'est la ministre en charge de l'organisation territoriale qui vous le dit, de travailler avec les territoires, à partir des territoires, et ce pacte territorial, il sera proposé à toutes les collectivités d'ici la fin de l'année. Enfin, pour redire que le décret dont tout le monde parle et a parlé, il paraîtra fin mars, le décret qui donne les dérogations aux ARS, que je le redis, monsieur le sénateur, il est parti, je crois, que le rapport partira bien en avril, et qu'enfin, tout ce qui a affaire au problème d'atterrissage à travers l'éclairage de la piste la nuit et de l'hélicoptère a été, comme ça a été dit plusieurs fois, le préfet a été mandaté par le ministre Carenco pour que ces problématiques soient prises rapidement et très au sérieux, car nous savons bien que c'est un des enjeux majeurs. Donc, vous redire que tout ce que vous avez évoqué, nous partageons, nous n'ignorons pas les difficultés, simplement nous n'avons pas du tout la même lecture de la modification que vous souhaitez apporter dans le cadre de la CPS, qui est la déclinaison de la sécurité sociale. Nous souhaitons conserver ce que la sécurité sociale apporte de beau à nos concitoyens, c'est-à-dire la solidarité. C'est sur l'article 1, une demande de parole de Alain Marc. Où est-il ? Non. En fait, les paroles sur l'article 1, c'est maintenant. À moins que ce soit à la fin. Non, bon, d'accord. Alors, nous passons donc nous sommes passés à l'édition de la commission et je vais mettre aux voix l'article 1er qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. L'article 2 a été supprimé, l'article 3 a été supprimé. Et je vais maintenant mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Madame Conconne.
Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, bien sûr que mon soutien total ira à ma collègue Micheline Jacques pour son initiative que je salue vraiment de tout mon cœur. Il y a un Martiniquais célèbre chez nous qui a déclaré que les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais. J'ai envie d'appliquer cette maxime à Saint-Barth et ma collègue en fait la démonstration. On peut être français, mais on peut être également extrêmement imprégné des réalités de son pays et souhaiter le mieux pour ses compatriotes. Elle en fait la démonstration. Il faut savoir, madame la ministre, qu'il n'y a aucune incompatibilité entre égalité des droits et droit à l'initiative. Et ça, le gouvernement, l'univers tout entier, doit s'habituer à cette révolution culturelle qui consiste à dire que les peuples, en particulier les peuples de la dite Outre-mer, ont le droit d'avoir un regard le plus précis, le plus pertinent, le plus légitime possible sur leur réalité, tout en demeurant dans l'espace français et européen. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup gênée dans ce que j'ai pu entendre venant du gouvernement. Cette énumération presque impertinente de ce qui a pu être réalisé dans nos territoires pendant la crise Covid. C'était impertinent, déplacé et hors sujet. Oui, madame, il y a eu une crise Covid. Et nos territoires, comme tous les territoires français, ont bénéficié de la solidarité nationale. Sinon, à quoi bon avoir le pavillon français qui battrait sur nos territoires, madame? Est-ce qu'on va reprocher à un Auvergnat, un Breton, un Normand ou à un Marseillais d'avoir reçu ce qu'on a regroupé sous le chapitre du « quoi qu'il en coûte » ? Non. À nous, il faut toujours le rappeler. Il faut toujours le dire. Comme si régulièrement, il faudrait ici presque s'excuser, habillé en robe de bure, d'avoir bénéficié d'une solidarité pertinente et légitime. Évitons désormais ce genre de travers. Ça fait de nous collectivement, je parle, une forme de résurgence de ce que Césaire appelait le vieil homme. Faisons tuer le vieil homme. Tuons-le, supprimons-le. Et plus que jamais, inscrivons-nous directement dans une démarche que j'appelle de mes voeux, celle d'un pays comme la France qui serait un pays progressiste, ouvert à la différence, ouvert aux particularités, ouvert à la spécificité et qui ne se recroqueville pas sur lui-même dans une forme de nombrilisme qui peut être mortel. Je vous remercie, madame Jacques. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, au terme de l'examen de ce texte, je veux redire ma gratitude au rapporteur Valérie Boyer et Alain Milon. Mes remerciements vont également à tous les orateurs des groupes qui ont apporté leur soutien à ma proposition de loi organique et de l'intérêt qu'ils ont montré pour Saint-Barthélemy. Madame la ministre, je regrette en revanche que nous n'ayons pas pu réfléchir ensemble. Pour preuve, la transmission la semaine dernière, comme je l'ai souligné en discussion générale, des chiffres de la sécurité sociale. Cela fait plus de 10 ans pourtant que nous nous en prévalons et que le ministère de la Santé est parfaitement informé. Comment ne pas avoir le sentiment d'une défiance ? Saint-Barthélemy a toujours entretenu une relation harmonieuse avec l'État. Cette proposition de loi n'est pas contre l'État. J'attends la publication du rapport prévu par la loi 3DS. Je remercie en outre votre cabinet qui m'a reçu ce matin pour sa grande disponibilité. Là encore, je ne peux que regretter que cet échange particulièrement poussé et riche n'ait pas eu lieu plus tôt, depuis le 14 octobre. Je veux rappeler ici qu'il n'y a pas de volonté d'autonomisation exprimée à travers ce texte, seulement une organisation en écho au statut. J'aimerais aussi souligner que les 4,7 millions du Ségur, qui devaient permettre la reconstruction de l'hôpital détruit en partie par l'ouragan Irma, n'a toujours pas été reconstruit après 6 ans. Au-delà des aspects de compétences, il reste que la médecine coûte plus cher à Saint-Barthélemy et que pour garantir un accès continu et universel, son financement doit être adapté. En ma qualité de corapporteur de la délégation aux Outre-mer sur la différenciation, je relève que ce débat prouve, s'il en était besoin, au département d'Outre-mer l'attachement de l'État à la solidarité nationale par le biais de la sécurité sociale. Je souhaite que le Sénat adopte ce texte car il pose également la question de la manière dont l'État conçoit la mise en œuvre des politiques publiques Outre-mer en lien avec les collectivités. Je vous remercie. Merci, madame Tetuani.
Merci. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Chers collègues, j'ai une pensée toute particulière à l'ancien président sénateur de Saint-Barthélemy, M. Michel Magras, qui avait initié aussi ce que nous allons adopter aujourd'hui. Merci à notre collègue de Saint-Barth d'avoir remis ce sujet au vote aujourd'hui à travers cette PLO. Je dirais, Madame la Ministre, tout ce que nous réclamons quand nous venons ici, et je crois que je parle au nom de tous mes collègues des Outre-mer, c'est simplement le droit à la différenciation. Soit l'État nous fait confiance, soit l'État nous fait plus confiance. Après le sujet de la réforme de la retraite, où nous regrettons aucune disposition relative aux Outre-mer a été mise dans le texte, je ne peux que me réjouir aujourd'hui enfin que Saint-Barthélemy obtienne ce que nous votons aujourd'hui, mais je voudrais aussi profiter de l'occasion pour partager un peu avec mes collègues de Saint-Barthélemy. Venez aussi regarder comment fonctionne en Polynésie. Il y a la caisse de prévoyance sociale et puis il y a tous les fonctionnaires d'État affiliés à la sécurité sociale. Je peux vous garantir que c'est plus facile d'être affilié à la caisse de prévoyance sociale qu'à la sécurité sociale, surtout en matière d'Evasan en métropole ou de prise en charge en matière de santé. Je vous remercie. Merci. Madame Jasmin. Merci Madame la Présidente. Je félicite notre collègue Micheline Jacques pour son initiative. Et je tiens à dire que les 8 et 9 mars derniers, donc il y a seulement quelques jours, ont eu lieu en Guadeloupe les 16e journées de conférence de coopération régionale anti-Guyane. Des interventions de l'ARS de Guadeloupe, Saint-Martin-Saint-Barthélemy et de l'ARS de Martinique ont permis de bien comprendre que nous étions tous complémentaires, interdépendants, surtout dans des situations critiques. Et c'est pour cela que je dirais que c'est important que nous puissions être solidaires, que nous continuions à être solidaires parce que en temps de crise, nous sommes repliés sur nous-mêmes. Donc il est important aujourd'hui que je vous dise que nous devons continuer cette solidarité parce que le CHU de Guadeloupe, malgré ses difficultés, malgré les difficultés budgétaires, restera le lieu où les évacuations sanitaires continuera à se faire. Donc nous sommes toujours solidaires et en tant que sénatrice, mais en tant que professionnelle de santé, je ne peux que continuer à vous dire que vous pouvez compter sur nous et compter sur la Guadeloupe. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Lurel. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre et chers collègues. J'avoue n'avoir toujours pas compris le fond de la différence, ce qui nous sépare. Je n'ai pas compris la vision différente exposée par la ministre. Quel est véritablement le motif? Je n'ai pas très bien compris, je l'avoue. Ensuite, moi je félicite Micheline Jacques qui va plus loin et en prudence que Michel. Michel a fait un texte, on le connaît, tous on l'a soutenu. Bon, il y a eu ici ou là quelques censures. Là, elle va plus loin et en responsabilité, en co-responsabilité, sans pour autant dessaisir l'État d'une compétence, sans vouloir aller dans l'autonomisation comme elle le dit. Le texte est prudent, d'autant plus que ça implique, si j'ose dire, la caisse de la collectivité. J'avoue que j'ai du mal à comprendre la différence. Ensuite, puisque la ministre a évoqué un décret qui sera pris très bientôt, je lui dis, puisque ça fait là aussi quelques longues années qu'on nous dit qu'un décret portant parité de rémunération des praticiens hospitaliers et des contractuels, et c'est valable pour Saint-Barthélemy, eh bien, c'est 20%.
c'est pas 40% de surrémunération, c'est 20%. Chaque fois qu'on demande au directeur de l'ARS quand est-ce que ce décret sera publié, on nous dit très bientôt, c'est à la signature. Ça fait 3 ans que c'est à la signature. Alors, on aimerait bien que ce décret, pour l'attractivité, parce qu'on a des problèmes de recrutement, et c'est le cas de Saint-Barthélemy, eh bien que ce décret-là soit également, mon Dieu, publié. Voilà, donc on votera, j'allais presque dire avec enthousiasme, ce texte-là. Donc l'État fait l'unanimité contre lui. Merci, monsieur le sénateur. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi organique visant à permettre à Saint-Barthélemy de participer à l'exercice des compétences de l'État. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Et il va être procédé au scrutin public et le scrutin est ouvert. Personne ne demande à voter, le scrutin est clos. Votant 343, exprimé 343, pour 343, contre 0. Le Sénat a donc adopté à l'unanimité.